Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violences sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Constance, qui a subi des violences psychologiques il y a de ça 6 ans. À l'époque, Constance était en relation, et c'est important de préciser qu'il ne formait pas un couple, avec X, qui lui a fait subir des humiliations quasi quotidiennes pendant des mois. Constance nous racontera l'emprise, mais aussi les mécanismes des violences qui se mettent en place insidieusement. On parlera aussi du féminisme, qui, comme le dit Constance, lui a sauvé la vie. Bonne écoute. Rebonjour Constance. Rebonjour Romane. Remercie de revenir témoigner sur le podcast. Il faut savoir que donc on vient d'enregistrer, mais on a eu un petit problème d'enregistrement. L'écran, l'ordinateur de Constance nous a lâchés entre-temps. Et donc on est reparti. On recommence de zéro. Alors est-ce que tu peux te représenter s'il te plaît, Constance ? Du coup, je m'appelle Constance, j'ai presque... Toujours, ouais. J'ai presque 28 ans, je suis sophrologue. J'accompagne notamment sur la régulation émotionnelle, le stress, le rapport au corps. Et une sophrologue engagée, si je peux me permettre également de préciser. Ça. Je suis féministe à fond et engagée dans plein d'autres luttes. Et ça fait partie intégrale de mon travail de sophro et d'accompagnement. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter ce qui t'est arrivé ? Alors, j'ai été victime de violences psychologiques et aujourd'hui, je viens témoigner de ce que j'ai vécu parce que c'est encore quelque chose qui est super méconnu. Et en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on est dans une société qui fait galérer déjà les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, qui ne croient pas les victimes. Donc, pour des violences psychologiques qui sont impossibles à prouver, c'est encore pire, quoi. Du coup, pour moi, c'est important de sensibiliser sur ce sujet et d'expliquer ce que c'est que, du coup, les violences psychologiques. Moi, j'ai été victime de violences psychologiques par un mec que je vais appeler X parce que je ne veux pas dire son prénom de merde. Allez, X. Du coup, ça s'est passé il y a 6-7 ans, je sais plus exactement. À cause du Covid, la chronologie des années ne fonctionne plus dans ma tête. Voilà. Le temps est long et court à la fois. Et du coup, j'étais étudiante, je finissais mes études par mon stage de fin d'études, de master, et j'étais partie donc, à La Réunion pour faire mon stage de fin d'études. J'étais déjà vulnérable à l'époque parce que j'ai vécu dans une famille violente. Et du coup, je suis aussi autiste, j'ai aussi un TDAH, et ça, c'est des troubles qui viennent d'être diagnostiqués. Donc, j'ai vécu pendant quasiment 28 ans sans savoir l'existence de ces troubles, et du coup, évidemment, sans être accompagnée par rapport à tout ça. Donc, j'ai dû faire avec pendant très longtemps. T'as dû te suradapter en permanence à un monde qui n'était pas fait et pensé pour toi, entre guillemets. Exactement. Et une des comorbidités en fait, du TSA, donc du trouble du spectre autistique, c'est la dépression. Voilà, c'est bizarre, hein. Je rigole, mais évidemment, rien de tout ça est drôle. C'est comme on disait tout à l'heure, le rire, c'est aussi un moyen de décharger. Exactement. Aussi. Exactement. C'est un mécanisme de défense parfois également. Exactement. Et du coup, à ce moment-là, c'était vraiment très difficile pour moi parce que mes études avaient été
incroyablement difficile et j'étais arrivée donc à La Réunion, à l'autre bout du monde par rapport à ma famille et tout ça. Et j'étais en plus dans un stage horrible, une entreprise horrible qui était terrifiante. Enfin bref, ça se passait super mal. Ouais, Donc, t'avais déjà un contexte c'est ça. difficile autour de toi dans lequel t'étais. C'est ça. Par contre, on était plein de mon école à être partis en stage à La Réunion et du coup, j'avais mes 2 meilleures copines qui étaient aussi en stage. Donc, malgré tout ça, j'avais quand même un entourage super chouette, quoi. Ouais. Du coup, j'ai rencontré cette personne, donc X, dans ma coloc, en fait. Parce que lui, il travaillait pour son travail. Donc, attends, je fais une pause, j'ai du mal à organiser ma tête. Ouh. Je suis un peu fatiguée, en fait. Si. Du coup, c'est dans ce contexte que j'ai rencontré X. Je venais d'emménager dans une coloc, donc, dans laquelle j'ai habité 4 mois. Lui, il louait une chambre dans cette coloc, mais pour son travail, il partait en mission super loin, et du coup, il sous-louait sa chambre à d'autres gens pendant qu'il n'était pas là. Donc j'ai passé 4 mois dans la coloc à devenir proche de mes colocs, on vivait ensemble, on faisait plein de trucs ensemble, on avait plein de potes en commun. Et à ce moment-là, il est revenu. Et moi, ça faisait des mois que tout le monde me disait, tu vas voir, X, il est super cool, il est super beau, il est trop drôle, il est super sympa et tout. Et donc, quand je l'ai rencontré, j'avais cette image de lui déjà formée et une attente de voir s'il correspondait à cette réalité ou pas. Et en effet, c'est quelqu'un il est beau gosse, il sait utiliser son charme. Euh, il a un travail, il avait à l'époque un travail que moi je trouvais impressionnant. Et du coup, j'étais impressionnée par lui de base. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'allais pas très bien, j'avais pas confiance en moi. Et en plus, j'ai grandi dans un environnement violent. Et du coup, c'était ma normalité en fait, ma norme à moi. Les violences, quand on grandit, on se développe dans la petite enfance et dans l'enfance dans un environnement violent, ça devient normal et on ne parvient même plus à détecter ces violences comme quelque chose d'anormal. Du coup, on a très rapidement commencé à relationner, mais c'était très clair dès le début que ce n'était pas une relation dite de couple, hein. C'est un truc qui est très agaçant, je trouve. Et du coup, on était dans cette relation, mais il n'y avait pas d'engagement. Et pour lui, s'il n'y avait pas d'engagement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de respect de moi-même, en fait. Hein. Et c'est quelque chose qui est hyper récurrent, d'ailleurs, je trouve, dans les relations qui ne sont pas officielles. Et en fait, très rapidement, il a commencé à me dénigrer, à me critiquer. En fait, il allait critiquer tout ce que je faisais, tout ce que je disais, tout ce que j'étais, tout le temps. Et ces critiques-là, c'est devenu vraiment quotidien. C'était méchant, c'était humiliant, c'était violent en fait. C'était de l'humiliation, il me rabaissait constamment. Et tout ça, ça se passait dans l'intimité. Et du coup, personne ne savait que je vivais ça. Et moi, j'en parlais pas aux autres parce que je savais pas que c'était pas normal, en fait, concrètement. Et en fait, ça a commencé à m'affecter énormément. Ça a commencé à affecter ma confiance en moi. En fait, tous les jours, il me disait que j'étais nulle, que j'étais grosse, que j'étais une grosse larve, que je voulais jamais me bouger le cul. Déjà que c'est pas facile en fait de vivre en tant que personne neuroatypique dans une société qui est faite pour les gens neurotypiques. On passe déjà beaucoup de temps à culpabiliser par rapport à nos symptômes, surtout quand on ne sait pas que ce sont des symptômes de troubles. Ça a appuyé clairement sur, entre guillemets, des points faibles, des insécurités qui existaient déjà chez moi, quoi. Et les personnes qui ont un TDAH sont très souvent taxées de personnes paresseuses, par exemple.
Alors qu'en fait, oui, c'est vrai que c'est un cliché. c'est un gros cliché. Alors qu'en fait, c'est le trouble du comment notre cerveau est fabriqué qui fait que on n'a pas les mêmes capacités à faire des choses Enfin, moi, j'ai besoin d'énormément de repos, par exemple. Et en plus, je suis autiste, j'ai besoin d'énormément de repos parce que le monde est trop stimulant pour moi. Et du coup, il Oui, venait... t'es pas une paresseuse, tu le fais pas exprès, Exactement. c'est en fait un besoin. Exactement. Et lui, il venait appuyer du coup sur plein de mes insécurités de base. Et par exemple, son surnom, entre guillemets, affectueux, c'était Sanglinou. Donc il m'appelait Sanglinou comme si j'étais un sanglier, quoi. C'est très charmant. Voilà. Et du coup, mon quotidien, c'est devenu ça, en fait. C'est devenu des humiliations qui étaient verbales, permanentes, mais aussi des humiliations physiques parce que une des premières choses qu'il a fait pour se rapprocher de moi, c'est de, entre guillemets, jouer à se battre, donc se faire des guilis, se poursuivre, s'attraper, des trucs comme ça. Et en fait, ça partait très rapidement dans de la domination. Donc il allait profiter de sa force physique pour me contenir, pour m'empêcher de bouger, pour m'humilier, en fait, pour me soumettre. Voilà, c'était vraiment de la domination. Il y a un des trucs qui m'a le plus choquée dans tout ça, un des événements qui a été le plus violent, c'est une fois, donc on avait commencé à, entre guillemets, jouer à se battre dans notre maison, donc on partageait avec d'autres colocs, il y avait 3 autres personnes qui vivaient avec nous. On était seuls dans la maison à ce moment-là. Et on était dans la cuisine / salle à manger qui donnait sur l'extérieur, donc on pouvait voir à travers les fenêtres et la porte vitrée de l'entrée dans cette cuisine. Donc n'importe qui pouvait arriver à ce moment-là et voir ce qui se passait. Ouais. Et du coup, lui, il m'a complètement dominée physiquement du fait de sa force qui était bien supérieure à la mienne. Et il m'a déshabillée. Donc, je portais un sarouel. Et il m'a enlevé du coup mon sarouel pour m'attacher les pieds à une chaise. Et complètement Genre, je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus me dégager. J'étais complètement dominée par lui. Complètement humiliée parce que je me retrouve... à ce moment-là, dans notre cuisine, enfin, salle à manger, attachée à une chaise, en culotte, en fait, parce qu'il m'avait... Puis j'imagine que tu peux être sidérée, en plus, pas comprendre ce qui est en train de t'arriver, et te demander, mais qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce que je fous en culotte, dans ma cuisine, attachée à la chaise, enfin... J'étais complètement sidérée. Complètement sidérée. Genre, j'étais tellement choquée de ce qui se passait que j'avais pas la capacité de me défendre, en fait. Ouais, bah oui. C'était pas possible. Et en plus, je savais qu'à tout moment, j'avais cette perception accrue du fait que n'importe qui pouvait me voir, qu'à tout moment, mes colocs pouvaient rentrer et me voir. Et ça participait encore plus à l'humiliation absolue, quoi. Et j'ai dû le supplier pour qu'il me détache et qu'il me laisse partir. J'ai dû le supplier. Donc ça fait partie encore plus de la domination absolument totale, quoi. Et c'est ça, en fait, l'emprise. C'est de la domination, c'est du contrôle, tout le temps de tout. Et les critiques, les commentaires, T'es sa chose, en fait. C'est ça, j'étais complètement objectifiée, complètement objectifiée, je veux dire, un objet, en fait, sous son contrôle. Ouais. Et tout ça, ça alimentait une honte de moi-même absolue. Donc ça a complètement dégradé mon estime de moi. Il me répétait tellement tout le temps que j'étais une sous-merde que j'étais persuadée que j'étais une sous-merde et j'allais extrêmement mal, en fait, parce que c'est d'une violence, en fait, qui est inconcevable, en fait, de se faire humilier au quotidien comme ça, de se faire dominer en permanence. Et surtout que
en plus de base dans un contexte difficile pour toi et que justement tu manques de confiance en toi aussi à ce moment-là. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, c'est juste un terrain qui est de base recherché. Il n'aurait pas fait ça à une personne qui avait confiance en lui. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça que j'en reparle. C'est que déjà de base, c'est ça. Pour lui, t'es une petite chose fragile en fait. C'est ça, une bonne petite victime. Une petite chose fragile qui va pouvoir manipuler et, c'est ça, exactement. Et contrôler. Exactement. Et du coup, en fait, ouais, un autre truc qui participait à l'humiliation, c'est que il allait complètement m'ignorer dès qu'on était à l'extérieur. Donc tout ça, toute cette humiliation, ces commentaires et tout ça, ça se passait que dans l'intimité, donc que entre nous quand il y avait personne pour le voir. Ouais. Et lui, il gardait une image à l'extérieur de mec super chouette, quoi, super sympa, super cool, etc. Et comme s'il y avait aucune relation finalement entre vous. C'est ça. Comme si vous étiez deux personnes inconnues totalement. C'est ça. Alors qu'en fait, tous nos proches, enfin nos colocs savaient qu'on était dans une relation. Ses amis savaient bien que s'ils m'amenaient à leur soirée, s'ils m'amenaient à faire des randos avec eux, etc., il se passait un truc entre nous. Mes amis le savaient, très clairement. Et lui, il se comportait à l'extérieur, donc en dehors de l'intimité, et même dans notre maison, quand il y avait les autres colocs, comme si il y avait absolument rien entre nous. Et c'était hyper humiliant. Enfin, il se comportait pas avec moi comme si on était juste potes, en fait. C'était pire que ça, c'est qu'il m'ignorait totalement. Ouais, t'existes pas, exactement. En fait, à ses yeux, à ce moment-là. Exactement. Il allait m'emmener en soirée chez ses amis, donc il allait me faire rencontrer ses amis, alors que par exemple nos autres colocs, même si on était très proches, il a jamais fait ça avec eux, tu vois. Et il allait complètement m'ignorer, ne pas m'adresser la parole. Je me souviens d'une fois où on a fait une rando avec un de ses potes, et ce pote-là travaillait au même endroit que moi, donc c'était un peu un collègue éloigné, donc je pouvais croiser au travail quand même, tu vois. Et il m'a complètement ignorée, alors que moi, il savait très bien que je suis pas hyper fan de rando, que je galérais un peu, il y avait des passages qui étaient un peu difficiles à escalader et tout. Et c'est son pote qui est resté avec moi derrière, à marcher à mon rythme, à un peu discuter avec moi et à me tendre la main pour m'aider à passer un truc, etc. Pendant que lui s'était complètement barré et m'avait ignorée, mais comme si je n'existais pas, quoi. Et c'est complètement paradoxal que ce soit quelqu'un avec qui t'as quasiment pas de relation, ou en tout cas pas plus que ça, qui te vienne en aide, alors que la personne avec qui tu relationnes à ce moment-là t'ignore complètement, quoi. Exactement. Et à ce moment-là, c'est hyper... j'ai honte, en fait. J'ai honte parce qu'il me traite publiquement comme une merde. Ouais. Et je me souviens de voir son pote et de voir... Enfin, le mec avait pitié de moi, quoi. Genre, ça se voyait très clairement. Et c'était ça à chaque fois qu'on allait... qu'on était à l'extérieur, quoi. Et même pire que ça, comme on n'était pas en couple, eh ben, il ne me devait rien. Donc, il allait toujours me faire des reproches en me disant que je faisais pas assez d'efforts, que je faisais pas assez de place pour lui, que je sais pas quoi, mais que je faisais jamais assez, quoi. Mais par contre, lui, si moi je lui faisais le moindre reproche sur son comportement, il allait me dire, mais de toute façon, on n'est pas en couple, enfin, moi je ne te dois rien, quoi. Et en partant de ce principe-là, on n'était pas en couple, donc il pouvait absolument draguer des meufs sous mes yeux. Donc si on allait en soirée, il n'allait pas se gêner pour draguer, parler à des meufs sous mes yeux, alors que... Tout ça devant toi, ouais. Devant moi, alors qu'il y avait bien nos proches qui savaient très bien, enfin les gens qui nous connaissaient savaient très bien qu'on était dans une relation. Et ça, encore une fois, c'était hyper humiliant, et le but c'était de me remettre à ma place, enfin genre clairement... Ouais, te faire comprendre que t'étais rien à ses yeux. Exactement. Je précise, évidemment, à ses yeux. Exactement. Que tu valais rien. C'est ça, que j'avais aucune valeur. Lui avait... Ouais, que t'as aucune valeur, et que lui, il a le droit de faire bien ce qu'il a envie. Et que toi, par contre, tu dois lui rendre des comptes, tu dois lui faire une place assez importante dans ta vie, etc. C'est ça. Mais vous n'êtes pas en relation. Exactement.
Et, et c'était tout le temps comme ça. Enfin, en fait, tout ce qu'il faisait, c'était de me montrer que je n'avais pas de valeur. Parce que plus moi, j'étais mal, plus j'étais affaiblie, plus j'étais détruite, en fait, par son comportement, par ses humiliations quotidiennes, par le fait d'être rabaissée tout le temps, plus il était content, quoi, en fait. Parce que le but des violences psychologiques, c'est de détruire l'autre. C'est de posséder l'autre, c'est de la dominer totalement. D'écraser complètement l'autre. C'est ça. Et il faisait tout pour ça, quoi. Par exemple, quand on allait rencontrer certaines de mes copines, donc j'avais plein de mes copines d'école qui venaient faire leur stage ou qui venaient travailler à La Réunion, il allait être charmant avec elles, bonjour, comment ça va, machin. Et ensuite, dès que la personne partait, il allait me regarder. Et je voyais bien qu'il y avait, je sais pas comment décrire, une espèce de lueur dans ses yeux de vouloir me faire du mal. Il était animé par la méchanceté, en fait. Ouais. Et par la volonté de te nuire, c'est quoi. ça. Il allait me dire, elle est vachement jolie, j'aurais bien aimé la rencontrer avant toi, quoi. Et alors que, enfin, moi, c'était mes amis, du coup, ça me créait de la jalousie parce qu'il me montrait bien qu'à tout moment, il pouvait se barrer, en fait. Concrètement. Il te met en compétition avec tes amis, c'est ça. quoi. Il me mettait en compétition avec mes amis. Évidemment, moi, ça allait me distancer de mes amis, parce que ça, c'est un des mécanismes de violence qui est systématique dans les violences conjugales et psychologiques, etc. C'est isoler la victime. Ouais. Donc moi, par exemple, non seulement je me rendais pas compte de ce que je vivais, donc j'allais pas en parler à d'autres personnes en disant c'est chaud quand même ce qu'il dit, mais en plus il allait faire en sorte que je sois isolée de mes proches, donc en instaurant une compétition avec mes copines, parce que moi j'avais peur que du coup il me quitte pour elle, en fait, finalement. Et aussi il est allé jusqu'à manipuler mes proches contre moi. Donc, par exemple, une de nos colocs, avec qui j'étais très proche depuis que j'habitais dans la maison, donc ça faisait des mois et des mois, quoi. C'était une de mes meilleures amies sur place, on faisait tout ensemble, on s'entendait extrêmement bien. On avait plein de points en commun et tout, et c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup à ce moment-là. Et en fait, il est allé, je suis persuadée qu'il est allé lui parler de moi dans mon dos, parce qu'ensuite, elle est venue vers moi un peu pour faire de la médiation entre nous. Ouais. Et moi, ça m'a tellement choquée, en fait, à ce moment-là, que j'ai... En fait, c'était tellement démesuré qu'elle vienne me faire de reproches sur mon comportement envers lui, alors que moi, je vivais des violences qui étaient indescriptibles. Et du coup, j'ai complètement arrêté de faire confiance à cette personne. Vraiment, ça m'a complètement isolée des personnes avec qui je vivais, quoi. Ouais, et puis du coup, t'es amenée à te renfermer sur toi, en fait. Complètement. À me renfermer sur moi, et donc encore moins à en parler de ce qui se passait. C'était très clair. C'est un cercle vicieux, de toute façon. C'est ça, mais... exactement. Et ce qui était très important pour lui, c'est bien ce qu'on appelle l'inversion de culpabilité. Donc c'est de toujours bien montrer que c'était moi qui étais coupable. Donc un des mécanismes qui est mis à l'œuvre dans l'inversion de culpabilité, c'est les piqûres de rappel, par exemple. Donc au début de la relation, tout se passe incroyablement bien, c'est un peu merveilleux et tout, et au fur et à mesure, ça se dégrade. Mais c'est quelque chose qui se fait progressivement, donc ça choque pas. En fait, c'est hyper insidieux, quoi. C'est pas du jour au lendemain, parce que si c'était du jour au lendemain, ce serait beaucoup trop gros. C'est ça passerait pas. C'est une petite réflexion par-ci, une part là, un geste qui va être un peu plus brutal que d'ordinaire, une réaction qui va être de plus en plus disproportionnée, mais tout ça sur des semaines, des mois, jusqu'à ce que tu te dises, en fait, c'est moi le problème. C'est ça. En fait, ça devient juste normal parce que c'est fait progressivement. Et ça crée un truc où tout est tout le temps horrible, tout se passe toujours mal, tout est tout le temps violent, mais les piqûres de rappel, c'est des moments qui vont être parfaits, où tout va bien se passer. Par exemple, on était partis en rando,
on était partis que tous les deux, c'était hyper chouette, il avait été adorable, on avait passé un truc, enfin c'était extraordinaire, le paysage était magnifique, c'était génial. Et dès qu'on est revenu à la maison avec nos colocs, il avait recommencé à être horrible avec moi. Et en fait, ces piqûres de rappel c'est un peu du love bombing en fait. Ça entretient la victime dans le fait que bah ouais, mais cette relation est magnifique en fait. C'est magnifique ce qui se passe. Toi qui viens la pourrir. C'est de l'amour. Ça garde la victime dans la relation parce qu'elle se dit bah ouais, mais en fait ça peut être incroyable. Et du coup, le reste du temps, si c'est de la merde, comme lui il passait sa vie à me faire des reproches, je comprenais bien que c'était de ma faute, c'était ma responsabilité et c'est moi qui étais coupable dans cette relation. Donc l'inversion de culpabilité, elle se mettait en place comme ça. Ça peut être incroyable et aussi tu te dis ah bah c'est vrai que finalement bah il est gentil ou tu vois genre tu lui retrouves les qualités en fait. C'est ça, je me disais mais ou tu le revois encore sous un autre angle comme tu l'as connu au départ et tu dis ouais bon bah peut-être que j'exagère ou c'est un peu comme un vaccin en fait. Ça ramène c'est vrai. C'est vrai. Ça ramène des anticorps et on se dit ah ouais en fait c'est cool et en fait non pas du tout. Vraiment pas. C'est ça, mais c'est un moyen de maintenir la victime sous emprise. C'est une belle métaphore. Et du coup ça permet vraiment de maintenir la victime sous l'emprise dans la relation et pas qu'elle se barre, parce que si tout est tout le temps horrible, la victime va juste à un moment arrêter, alors que si de temps en temps il y a des trucs incroyables, ça maintient dans cette espèce d'attente qu'il y ait des trucs bien qui se passent et en se disant mais ça peut être bien des fois, donc c'est à moi de faire des efforts quoi. Mais c'est souvent quelque chose qu'on entend en plus. Moi j'ai des clientes justement qui me disent ouais mais alors c'est vrai que du coup il est manipulateur etc, que j'étais sous emprise, mais par contre bah il y a des moments où il était quand même très gentil, où on était heureux, et je leur dis bah ouais mais c'est normal. C'est exactement ça. C'est pour toujours garder cette emprise, garder le contrôle. Exactement, c'est exactement ça. Et on s'en rend pas compte quoi. Plus pousser le côté domination etc quoi. C'est ça. Et dans tout ça, lui, il faisait en sorte de garder, j'ai envie de dire, de garder la face, en fait, à l'extérieur. Donc ça, c'est encore un autre mécanisme d'emprise et de violence psychologique ou conjugale. C'est le fait que l'agresseur va toujours être, comment on dit, blanc comme neige. Ouais. Et du coup, l'agresseur va tout faire pour garder une image de lui publique qui est hyper lisse. Donc c'est vraiment le mec super sympa, le mec charmant en société, vraiment le mec parfait. Intelligent, cultivé. Et du coup, il va entretenir cette image publique et ne jamais, surtout jamais faire des actes en fait de domination et d'humiliation qui vont être publics. Ouais. Au contraire, il va plutôt te traiter super bien quoi. Bah alors moi t'encenser, dire que dire que la personne est incroyable, que vraiment t'as trop de chance, qu'elle a trop de chance de t'avoir, etc. Moi, que vous vivez une histoire formidable. Moi, c'était plus où il m'ignorait totalement. Il faisait comme si j'existais pas. Mais dans tous les cas, il avait pas... personne ne pouvait voir de l'extérieur, en fait. Et du coup... Ouais, lui, en fait, il gardait la face par rapport aux autres, et justement parce que votre relation, pour lui, devait rester secrète. C'est ça. Et en fait, c'est un truc qui est omniprésent dans la manière dont sont traitées les violences sexuelles ou conjugales dans la société. L'agresseur paraît toujours être une personne parfaite, et ça marche aussi dans les cas de violence de parents sur les enfants. À chaque fois, mais c'est pas possible, c'est vraiment une personne formidable, regardez, il fait des dons à des associations, il est super gentil, il est médecin, il est machin truc, c'est impossible que cette personne qui est une si bonne... Il est venu tourner ma pelouse il y a 3 ans, il était quand même super serviable. C'est exactement ça. La personne a une tellement bonne... l'agresseur a une tellement bonne image publique qu'on ne peut pas, en fait, le considérer comme une personne mauvaise. Et ça, c'est hyper important quand on voit la différence en fait entre le comportement de l'agresseur dans l'intimité et à l'extérieur. Si c'est radicalement différent, c'est un énorme red flag. C'est un énorme red flag. Et ça fait vraiment partie des mécanismes de violence. Oui. Et c'est important de le souligner.
Du coup, moi, avec le temps qui passait, j'allais de plus en plus mal. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il repartait faire une mission loin. Donc, il est reparti de la maison. Il a sous-loué sa chambre à un mec qui était dans la même école que moi, qui venait pour faire son stage et qui est devenu à ce moment-là mon ami. Mhm. Euh, et en fait, quand il est parti, quand X est parti pour le travail, moi j'étais dévastée, hein, parce que évidemment, C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu pensais que tu étais hyper amoureuse de lui, c'est ça. etc. Alors qu'en fait, tu étais juste. J'étais complètement sous son Je emprise. minimise pas, hein, Mm. mais le juste, il est là pour signaler que tu n'étais pas amoureuse, mais que tu étais vraiment sous emprise. C'est ça, Et que c'était pas de l'amour. exactement. Moi, je dis pas que c'est mon ex, je dis pas que j'étais en couple avec lui ou quoi, parce que pour moi, avec la distance et le recul, je me suis rendu compte que c'était pas une relation de couple, que c'était pas une relation romantique en fait, c'était uniquement de la domination et de l'emprise. Et c'est important pour moi de ne pas mettre ces mots-là de couple, d'ex, de Non. trucs comme ça quoi. Et Parce que le couple, c'est censé être quelque chose qui fait du bien. c'est ça, c'est censé être une relation de respect, Avec d'amour. une personne avec qui tu communiques, avec qui forcément tout n'est pas tout rose tous les jours, mais où on trouve des solutions ensemble quand il y a problématique. C'est ça, ça a juste Et c'est aucun pas rapport en quelqu'un fait. qui Il n'y a aucun voilà. rapport. Et c'est pas quelqu'un qui va chercher à utiliser ce que tu dis contre toi quand dans un moment où tu es vulnérable, qui se sert pas de ta vulnérabilité pour te le remettre quelque chose dans la tronche C'est ça, pendant une engueulade. c'est ça, exactement. Par exemple, moi, à un moment, il était parti en vacances. Il était genre allé voir sa famille en France métropolitaine. Et le mec revient. Moi, j'allais très mal et je me rendais bien compte que j'allais pas bien. Enfin, que... Et du coup, j'avais commencé à... Je pense que je regardais des vidéos de développement personnel à ce moment-là pour essayer de me sentir un peu mieux, de retrouver Ouais. confiance en moi, etc. Et j'avais écrit tout ce que je trouvais chouette chez moi, toutes mes qualités sur des feuilles, et genre avec des dessins et tout. Et puis je les avais affichés dans ma chambre. Et quand il est revenu, il s'est foutu de ma gueule en me montrant bien que c'était ridicule ce que je faisais, Ouais. que c'était absurde et que de toute façon j'étais une merde quoi, de toute façon. Donc c'était vraiment toujours utilisé. Il pouvait pas laisser la moindre petite étincelle de joie venir quoi. Il fallait la supprimer instantanément. Ouais. Et je me souviens qu'en rentrant de ses vacances, il m'avait demandé de manière vachement agressive si j'avais couché avec quelqu'un d'autre pendant qu'il n'était pas là. Donc il était parti genre 1 ou 2 semaines. Moi j'étais dans ma tête dans une relation, donc jamais, enfin j'étais pas intéressée par d'autres personnes de toute façon. Et il m'avait bien fait comprendre que de toute façon j'étais une grosse salope et que ça l'aurait pas étonné si j'étais allée voir ailleurs. Alors que, évidemment, enfin lui il se permettait par exemple de draguer des meufs devant moi, trucs comme ça. Je suis absolument persuadée, enfin je sais en fait qu'il avait commencé à parler avec une autre meuf avant de partir en mission. Et que moi, si je montrais que j'étais jalouse ou que je posais des questions, il allait se défendre en me disant « Mais de toute façon, on n'est pas en couple, je ne te dois rien. » Ouais. Alors que... J'ai pas de compte à te rendre, quoi. C'est ça. Donc le double standard où moi, j'étais sous son contrôle et je lui devais tout. Alors que lui, vraiment, il n'y avait absolument rien. Il n'avait aucun compte à me rendre. Et du coup, ça entretenait totalement en fait ce truc de la coupable, c'était forcément moi. Oui. Et lui, il était toujours blanc comme neige, quoi. C'était vraiment un ange descendu des cieux. Enfin, voilà. Le Messie, même. Bah, franchement, je crois que c'est lui. on n'en était pas très loin, quoi. Tu vois. Et du coup, il est parti pour son travail. Et moi, je voulais maintenir cette relation avec lui, encore une fois, parce que j'étais sous emprise. Et du coup, j'avais décidé de lui envoyer des mails tous les jours. C'est le seul moyen de communication qu'on avait. Et du coup, tous les jours, je lui racontais, je lui faisais des petits comptes rendus de ma vie, de la vie de nos proches, de ce qui se passait dans notre groupe d'amis, en fait, commun. Ouais, tu maintiens le lien. Je maintenais le lien. Et je trouvais ça cool parce que j'adorais écrire, que j'étais un peu en mode... je suis dans une relation épistolaire, c'est fun et tout. Et lui, il me répondait très rarement, en me disant que de toute façon, il travaillait tellement, qu'il était épuisé, alors que... Je suis actuellement dans une relation avec une personne formidable et je sais très bien que
cette personne m'enverrait une réponse de 3 mots ou me dirait je t'aime, même s'il avait travaillé 12 heures par jour. Prendrait le temps, oui, bien sûr, de le faire bien pour sûr. toi, oui. Bien sûr. Et du coup, le temps passe, moi je continue à lui envoyer ses mails et en même temps je commence à aller vachement mieux, bizarrement. Bizarre. C'est ça, je rencontre d'autres personnes, je rencontre des gens trop chouettes. Je commence à me rendre compte que dans les yeux des autres, j'ai de la valeur en fait. Enfin, il y a. Je sais pas comment dire, mais. T'as de la valeur et les autres s'intéressent à toi, donc t'es pas si. Exactement. Comment dirais-je? Une sous-merde. T'es pas une sous-merde comme. Ouais, bah. T'es pas une sous-merde comme il te le fait comprendre. Exactement. Genre, Comme il essaye de te le faire intégrer. À ce moment-là, il y a même des mecs qui s'intéressent à moi et là moi je me dis ah ouais en fait je suis pas si pourrie, enfin Ouais. et je commence à On peut s'intéresser à moi en fait. C'est ça, et je commence à reprendre un peu confiance en moi, je commence à faire du sport. Je crois que il y a une partie de moi qui voulait lui montrer que j'étais pas ce qu'il disait. Ouais. Je voulais lui prouver qu'il avait tort. Et du coup vraiment je commence à me sentir mieux et un jour moi je décide de lui envoyer, enfin de faire moins d'efforts pour lui en fait, de moins envoyer de mails tous les jours parce que bon ça prend du temps, hein. C'est une charge mentale en fait. Finalement tu lui réponds comme il te répond en fait, tu lui renvoies l'ascenseur, tu coupes aussi. C'est ça, donc là à ce moment-là je lui renvoie pas de mail pendant plusieurs jours et il me renvoie un mail en me demandant t'es morte. Donc là, il se rend compte que tu prends tes distances, petit à petit, mais tu prends tes distances. Je prends mes distances, il le supporte pas en fait. Voilà. Et c'est pas comment vas-tu, je m'inquiète de pas avoir de nouvelles, c'est t'es morte. Genre agressif quoi, méchant, enfin. Et ça me fait péter un câble. Je pense que ça a été un élément déclencheur où je me suis dit que va te faire foutre en fait. Ouais, bah oui, parce qu'en fait t'étais déjà dans un truc de prise de conscience un peu, de voir que quand il était pas là, tu pouvais te réouvrir un peu. C'est ça. Tu voyais qu'aux yeux des autres tu pouvais avoir de la valeur, que t'étais intéressante, c'est ça. que tu plaisais à d'autres garçons, etc. alors qu'ils te faisaient croire que t'étais une sous-merde. Exactement. Et finalement, la distance que tu prends, elle te permet de te dire que, non, en fait, casse-toi, mec. C'est ça. Et du coup, je lui dis, c'est terminé, c'est fini, quoi. C'est terminé, basta, hasta la vista, c'est terminé. Et je vis ma meilleure vie. À ce moment-là, je vais vraiment beaucoup mieux. Et jusqu'au moment où lui, il revient. Donc moi, je me suis fait de nouveaux amis, de nouvelles amies. J'ai eu des loisirs que j'avais pas avec lui, enfin voilà. Je suis sortie un peu du groupe de potes qu'on avait aussi, qu'on partageait. Ouais. Et ça m'a fait du bien. Et en fait, il revient et là, il garde la distance en fait en me disant, mais de toute façon, c'est terminé. Moi, en fait, j'étais à ce moment-là toujours sous son emprise, hein, toujours persuadée que j'étais amoureuse de lui en fait, alors que c'était pas du tout de l'amour. Et du coup c'est très difficile le fait qu'il revienne, genre j'ai envie de me rapprocher de lui quoi. Oui. Et lui il est là, non mais c'est terminé, machin. Et en même temps il continue, il reprend des comportements qu'il avait au début pour me draguer. Du coup ces comportements de viens on se taquine, on rigole, on se bat pour rigoler, machin. Et à ce moment-là, c'est mon coloc Baptiste, qui est devenu mon ami à ce moment-là, qui me dit, mais fais attention parce que là, je vois très bien ce qu'il est en train de faire. Il reprend le même comportement. Et pour moi, c'est un déclic et je me dis, il faut que je me protège. Ouais, là, tu te dis, les autres le voient aussi, en fait. Et après, il y a plein de gens qui l'ont pas vu, notamment... ma coloc qui était là depuis le début, qui l'a manipulé contre moi et tout. Mais Baptiste, c'est quelqu'un de différent et qui est pas là depuis le début, qui le connaît pas, en fait, de base. Et qui est super fort pour observer ce genre de trucs, tu vois. Ouais. Pour observer les comportements des gens. Donc ça te conforte aussi, peut-être dans ton idée, de te dire que... ton début de compréhension de te dire que c'est pas toi le problème, mais que finalement c'est vraiment lui quoi. Ouais. Et du coup moi je me dis il faut que je me protège, donc je décide de partir
je m'enfuis en fait de la maison où j'habite, parce que c'est chez moi. Et je me retrouve à squatter l'appart d'un ami qui n'était pas là à ce moment-là. J'ai ma petite sœur qui me rejoint pendant plusieurs semaines. C'était trop trop chouette. Et vraiment, ça me sauve, quoi. Ça me sauve de partir. Et en même temps, je suis hyper vulnérable parce que je suis étudiante, je suis stagiaire, donc je suis payée 500 € par mois. J'ai peut-être genre les APL, mais voilà, donc je sous-loue ma chambre de la maison à un mec. Et moi, je galère financièrement à louer d'autres trucs. Je suis pas chez moi, c'est hyper instable. Je squatte chez des amis. Enfin, c'est une violence économique, en fait, de me forcer à partir. Et je pense que c'est une réalité dans les violences conjugales que l'emprise économique, ça permet de garder la victime sous l'emprise de l'agresseur. Et c'est une énorme barrière qui empêche les victimes de se protéger. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être hébergée par d'autres personnes. J'aurais pu me retrouver à la rue, en fait. Et pour plein de personnes, plein de femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est le cas. C'est une réalité. Oui. Et c'est hyper important d'en parler, je pense. Oui. À ce moment-là, moi, je rencontre Coco, qui est mon chéri depuis 5 ans, du coup. Je le rencontre au travail et j'étais en mode... ouais, j'ai envie de choper quelqu'un quoi, pour me changer les idées, pour passer à autre chose. J'ai besoin d'affection aussi. Et du coup, on passe un premier week-end ensemble et je me souviens... Et je trouve ça hyper violent à chaque fois que j'y repense, que pendant ce week-end avec lui, je me dis, mais il est gentil avec moi, en fait. Et ça me choque. Je suis choquée que quelqu'un, et un mec particulièrement, soit gentil avec moi. Et je me dis, mais est-ce que je me demande si... En fait, je me dis, mais je mérite qu'on soit gentil avec moi, en fait. Et ça me choque. Il est gentil, il me respecte. C'est ça. Et ça me choque vraiment... Enfin, c'est hyper violent à ce moment-là, parce que je me rends compte que X m'a traité d'une manière horrible, en fait, pendant des mois. La comparaison, en fait... Il t'a maltraité. C'est ça, il m'a maltraité. Il m'a violenté, il m'a agressé, enfin... Et la comparaison permet de prendre du recul par rapport à tout ça, et je me dis, ah ouais, ok, c'est hyper chaud, en fait, ce qui s'est passé, quoi. Et puis aussi, j'ai rencontré une autre personne, du coup, qui était devenue ma copine à ce moment-là. Et cette personne avait vécu aussi dans son couple des trucs vraiment pas ouf. Et on se soutient mutuellement en parlant de ce qui s'est passé. Ça nous permet de nous relever un peu quand même, ce soutien. Et elle me dit à ce moment-là, mais en fait, c'est un pervers narcissique. Donc, pervers narcissique, c'est un mot qui est utilisé hyper couramment pour décrire du coup des comportements de mecs violents en couple. Mais tout le monde n'est pas, enfin tous les hommes violents ne sont pas des pervers narcissiques. Exactement. En fait, le narcissisme, c'est un trouble de la santé mentale et je pense que la plupart des agresseurs ne sont pas des pervers narcissiques. En fait, c'est juste des agresseurs et on justifie leur violence avec ça. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'ai aucune idée de la notion de violence psychologique, même de violence sexuelle, etc. Oui, et puis surtout qu'il y a eu vraiment ce truc à une période où on parlait que des pervers narcissiques, quoi. C'était limite... Exactement. Un truc un peu, un phénomène un peu de mode, si je puis dire ça comme ça. Je sais pas comment le formuler autrement, mais... C'était totalement un phénomène de mode. C'était sur tous les magazines, c'était à la télé, enfin tout le monde était un pervers narcissique, quoi. Mais exactement, quoi. Et du coup, à ce moment-là, ça me paraît être une réponse qui m'aide un petit peu quand même. Ouais. Mais ça met pas le mot agression, ça met pas le mot violence, ça met pas le mot victime. Et le mot victime est extrêmement important. En fait, il y a des similitudes avec ce que tu as vécu, mais c'est encore pas ça. C'est encore pas ça, c'est ça. À ce moment-là, ça m'aide quand même. Bon. Bah oui, c'est pour ça, ouais. Tu peux te retrouver le retrouver lui dans un type de comportement. C'est ça. Et te dire, ah bah c'est peut-être ça. Ça ne l'est pas. Mais à ce moment-là, ça te permet aussi de trouver peut-être un truc qui te conforte et qui te dise, bon bah voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est une réponse à ce moment-là, quoi. Ouais.
Et en fait, Petite interruption de la romane du montage. On s'est rendu compte avec Constance qu'en fait, on avait dévié sur les pervers narcissiques et que donc elle n'avait pas pu raconter ce qu'elle avait commencé à dire. Donc je vous joins l'extrait où elle raconte tout. après avoir eu cette prise de conscience, j'ai ressenti le besoin d'en parler à une personne qui comprenait ce que j'avais vécu, et c'était donc mon ami de l'époque avec qui on s'était soutenu et qui m'avait parlé de pervers narcissiques. Donc je lui ai envoyé un message juste après cette formation de nous toutes et je lui ai dit meuf, faut que je te parle, c'est hyper important ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé à l'époque avec X, en fait, c'était des violences psychologiques et j'ai été victime de violences psychologiques. Et à ce moment-là, elle a eu une réaction hyper grave. Il faut savoir que c'est une personne qui, à l'époque, en tout cas, je sais pas, j'ai plus de contact avec, mais était à fond dans le New Age. Du coup, les flammes jumelles, la loi de l'attraction, manifester pour avoir ses rêves. Enfin, vraiment hors sol. Et en plus, cette personne voulait devenir coach, enfin, accompagner d'autres personnes, quoi. Et à ce moment-là, elle me répond en me disant « J'espère qu'un jour tu te rendras compte que tu dois avoir de la gratitude envers X pour ce qu'il a fait, parce que c'est ça qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui et d'évoluer. » Et j'ai pété un câble. Donc je lui explique que j'ai été victime de violence et sa réaction c'est de me dire « Il faut que tu aies de la gratitude envers ton agresseur. » J'étais là, ben non, genre pas du tout. Et je pense que j'ai la chance en fait d'être féministe, d'avoir appris plein de choses sur les violences, sur les mécanismes des violences, et d'avoir une capacité de prendre du recul à ce moment-là, parce que quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là, et ça peut arriver à n'importe qui, enfin j'imagine même pas la réaction de la personne, quoi. Si on te dit mais il faut que tu aies de la gratitude envers ton agresseur, tu te sens comment ? C'est encore une fois, on est dans la culture du viol, on est dans l'inversion de culpabilité, et c'est la victime qui doit non seulement se sentir coupable parce qu'elle porte la responsabilité de la violence, mais en plus il faut qu'elle ait de la gratitude envers son agresseur. N'importe quoi. Du coup, je lui ai répondu, j'étais en pétard vraiment, tellement énervée, je lui ai répondu que c'était inadmissible qu'elle tienne des propos pareils, que c'était extrêmement dangereux et que j'espérais qu'elle ne coache jamais personne, qu'elle n'accompagne jamais personne, parce qu'avec des paroles pareilles, enfin, ça va détruire des gens en fait. Et je lui ai dit que je ne voulais plus jamais lui parler, que c'était une personne dangereuse, et je l'ai bloquée de partout. Et franchement, ça m'a incroyablement choquée, cette réaction, et ça m'a confortée dans l'idée de... il faut des personnes qui soient formées pour accompagner des personnes victimes de violences. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut faire ça, quoi. C'est pas possible. J'ai parlé à une autre personne plusieurs mois après. Donc c'était ma meilleure amie à l'époque qui vivait à La Réunion, qui travaillait à La Réunion pendant que j'y étais, qui connaissait X et qui a été présente en fait pendant tout ce truc, pendant toute cette période horrible, et en fait qui à l'époque ne comprenait pas ce qui se passait, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi-même je ne comprenais pas que j'étais victime de violence, je ne comprenais pas que c'était pas normal, j'allais juste très mal, et mes proches étaient juste en mode bon bah ça va, c'est une relation, je comprends pas pourquoi Constance elle en fait autant, elle exagère quoi. Et en fait je suis allée la voir et je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler de ça, et je lui ai tout expliqué, qu'en fait ça avait été une période horrible, qu'il avait été violent avec moi pendant des mois, que j'avais été victime de violences psychologiques
que le mec m'avait détruit complètement. Il m'avait réduit à l'état de rien. Il m'avait complètement brisé, quoi. Et elle a eu une réaction à ce moment-là qui a été extrêmement importante pour moi. Elle m'a écoutée déjà. Elle m'a dit qu'elle me croyait, qu'elle était désolée de ne pas s'en être rendue compte. Elle m'a aussi dit que elle-même avait été victime et que du coup elle comprenait pas comment elle s'était pas rendue compte que je le traversais ça. Et ça m'a fait tellement de bien en fait. C'était hyper important à ce moment-là qu'elle valide ce que j'avais vécu, qu'elle me soutienne et pas qu'elle me dise que j'exagère ou qu'elle me croit pas en fait. Ça aurait été horrible. Mais à ce moment-là, sa réaction a été parfaite et j'ai beaucoup de gratitude envers elle pour ça. Et je lui en veux d'ailleurs absolument pas de pas avoir capté ce qui se passait à l'époque, parce qu'on se rend pas compte en fait. Quand on est à l'extérieur, on ne peut pas se rendre compte parce que tout ce qui se passe, toute la violence, elle est dans l'intimité. Et on ne sait jamais ce qui se passe dans l'intimité d'un couple ou d'une famille. Il y a tellement de familles et de foyers et de couples où il y a de la violence sans que personne le sache en fait. Je pense que c'est grave quand les gens détournent le regard, s'en rendent compte mais ne disent rien et ne viennent pas en aide, c'est hyper grave. Mais il faut pas culpabiliser si on ne s'en rend pas compte parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a l'inversion de culpabilité, l'impunité de l'agresseur, tout dans le mécanisme de la violence fait que... c'est fait en sorte en fait pour qu'on ne se rende compte de rien d'un point de vue extérieur. La vraie réponse, je l'ai trouvée bien longtemps après, parce que déjà j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, ce qui m'a énormément aidée, de comprendre en fait les logiques de domination, le sexisme, la misogynie, etc., les violences conjugales et les violences psychologiques, donc ce que j'ai vécu, ça en fait entièrement partie du patriarcat, et c'est une directe conséquence du patriarcat et de la misogynie en fait. Et du coup, je fais ma formation de sophro, et à la fin de la formation de sophro, je décide de faire une petite formation avec l'asso Nous Toutes, qui fait beaucoup de sensibilisation sur le féminisme et sur les violences, et notamment les féminicides, etc. Et du coup, je suis cette formation et qui explique du coup ce que c'est que les mécanismes de violence, etc. Et je me rends compte en fait que ce que j'ai vécu, ça coche toutes les cases. J'essaie de retrouver le document. Je sais pas si je l'ai sous la main. Attends, je le trouve, il est là. Prends le temps. Voilà. Du coup, les cinq parties des mécanismes de violence qui sont cités dans la formation, c'est l'isolement, la dévalorisation, l'inversion de culpabilité, les menaces et la peur, et assurer son impunité. Et en fait, je me rends compte que ce que j'ai vécu, ça coche tic, 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 toutes ces cases-là, et qui font partie intégrante du mécanisme de violence, et qu'on peut retrouver de manière systématique dans le comportement des agresseurs. Et c'est vraiment la prise de conscience hyper violente, genre je me sens hyper mal dès que la formation est finie. Ça me dévaste en fait, je comprends à ce moment-là, je prends conscience que j'ai été victime de violences psychologiques, et ça change tout. À ce moment-là, ça t'explose un peu au visage, quoi. Exactement. Et ça change tout en fait dans la manière de regarder ce que j'ai vécu en fait. Ça change complètement le point de vue en fait. Oui. Et là, ta position, elle change. C'est ça. Parce que moi, pendant des années, j'ai culpabilisé en me disant que j'avais été faible, que pourquoi est-ce que j'étais tombée amoureuse d'un mec de merde, pourquoi je l'avais laissé faire ça en fait, pourquoi je l'avais laissé me réduire à néant, me traiter comme une sous-merde. Vraiment, le mec m'a brisée, mais j'étais brisée complètement. Mais tu l'as pas laissé faire. Bah, il a tout fait tout seul.
Il a tout fait pour que tu perdes toute considération finalement, toute confiance, toute estime. Exactement. Et il est venu remplir toutes ces petites failles avec de la culpabilisation, l'emprise, le contrôle, la domination, Et- la dévalorisation. Et de comprendre en fait que j'avais été victime d'un agresseur, ça change tout. Parce que c'est pas de ma faute. J'ai pas à me sentir Non. coupable. Il y a aucune culpabilité qui pose sur mes épaules. Et il y a un autre truc pour lequel je me suis sentie coupable pendant très longtemps, c'est mon comportement avec les autres à ce moment-là. Mhm. Parce que personne ne se rendait compte de ce que je vivais, personne ne comprenait ce que je vivais. Je veux pas dire que tout le monde s'en fout, mais personne le voit en fait, tu vois. Et, et moi, à ce moment-là, je vais excessivement mal. Je pense que je suis au plus bas, peut-être de ma vie, je sais pas, mais vraiment, j'étais dans un état catastrophique, quoi, au niveau de ma santé mentale. Et du coup, j'ai eu des comportements de merde avec les gens, en fait, clairement. Et ça, je m'en suis voulu pendant tellement longtemps, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, je peux pas m'en vouloir, parce qu'à ce moment-là, je suis en survie. Donc si j'étais désagréable avec mes colocs, si je les ai laissés tomber en me barrant de la maison, j'ai pas de culpabilité à ressentir parce que je me suis juste protégée et pour survivre, vraiment, c'est de la survie, quoi. Mm. Et comprendre tout ça, ça m'a tellement aidé à guérir, ça m'a tellement aidé à aller de l'avant parce Et que... ce comportement-là, c'est lui qui l'a induit en plus. Mais totalement, bien sûr, c'était une directe conséquence de sa violence à lui, quoi. Ouais. Avec le temps, je me suis aussi rendu compte que j'avais aussi été victime de violences sexuelles dans tout ce truc-là. Parce que je me suis renseignée notamment sur le consentement, grâce au compte Orgasme et moi, qui fait beaucoup de sensibilisation sur le sujet. Et du coup, j'ai pu apprendre que le consentement, c'est un vrai oui, c'est uniquement un vrai oui s'il est éclairé et libre. Donc, sans pression de la part de la personne avec qui on a un rapport sexuel, et avec toutes les informations dans notre main. Et il n'y a que dans cette condition-là, donc de manière totalement libre et éclairée, qu'un consentement est un réel consentement. Et un non, c'est pas un oui caché, dissimulé. Hein. C'est ça, pas, exactement. Il y a eu une polémique la semaine dernière, je sais plus quelle chroniqueuse a dit que pour elle, le non, c'était un oui pas trop assumé, mais non, c'est faux. C'est faux. C'est dangereux de penser comme ça. Ça entretient juste la culture du viol, quoi. Et du coup, moi, je me suis rendu compte, en fait, que dans nos relations sexuelles, il avait toujours fait preuve de domination. Et en fait, d'humiliation. Il m'humiliait pendant nos relations sexuelles, il me dominait totalement. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai parlé avec d'autres personnes de BDSM, et moi, je comprenais pas. J'étais là, mais le BDSM, je comprends pas le concept. Genre, pourquoi... pourquoi on aurait envie de se faire dominer? En fait, c'est abject de se faire dominer, c'est violent, c'est horrible, je ne comprends pas. Et en parlant avec ces personnes de BDSM, j'ai capté qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Pour certaines personnes, ça amène du plaisir, mais ça se fait dans un certain cadre. La domination, elle est OK parce que la personne a consenti à cette domination, qu'il y a un cadre pour que le consentement soit éclairé, justement. La personne a toutes les infos dans sa main. Il y a des limites, il y a des safe words. Ça se pratique dans un certain contexte, en fait, qui permet un consentement libre et éclairé. Et moi, ce que j'avais vécu, c'était de la domination sans consentement libre et sans consentement éclairé. Et du coup, c'est des violences sexuelles. Et c'est important de le préciser encore une fois. C'est ça. Et c'est légitime. Il n'y a pas de... Le dernier moment où je l'ai vu, du coup, ce mec-là, ça a été hyper violent aussi. Donc ça faisait... je sais plus combien de temps, 3 mois peut-être, 2-3 mois, je sais plus, 2 mois au moins, que j'étais partie de la maison, que je m'étais enfuie, quoi. Et je devais... Et en fait, depuis, moi, je vivais dans la peur, constamment. J'avais tout le temps peur de le croiser, parce que La Réunion, c'est pas très grand,
que on avait des habitudes ensemble, on allait à des endroits, genre on allait faire le marché, on allait à des concerts, tous les dimanches soirs à Saint-Leu, à La Réunion, il y a des concerts avec des food trucks, et moi j'y allais presque toutes les semaines avec mes amis, et il avait aussi l'habitude d'y aller avec moi à l'époque où on avait cette relation-là. Et du coup, moi je passais ma vie à être terrifiée en fait de voir ce mec. Et j'étais en hyper-vigilante constante, enfin, c'était extrêmement anxiogène. Et je pouvais juste plus vivre dans ce climat-là. Et j'ai décidé de partir de La Réunion et de ne plus jamais y retourner. Parce que je me sens pas en sécurité en sachant que je peux croiser cette personne. Oui. Et même pendant des années, même jusqu'à l'année dernière, j'avais toujours peur de le croiser dans la rue. Si je voyais quelqu'un de loin qui pouvait lui ressembler, j'étais terrorisée, quoi. J'ai fait des cauchemars de lui pendant tellement longtemps. Enfin, ça m'a affectée pendant 4-5 ans encore après. Même en étant dans une relation saine avec quelqu'un que j'aime, qui m'aime aussi, mon chéri, c'est une personne formidable et quelqu'un de super gentil. Mais j'arrivais pas à avoir confiance en lui, en fait. Parce que j'étais obligée d'avoir cette barrière pour me protéger, parce que j'ai été traumatisée par les violences que j'ai subies. Ouais. Et les cauchemars, c'était horrible. Je rêvais que Coco, du coup mon chéri, devenait hyper méchant comme X, qu'il avait le même comportement que lui. Et voilà, ça a été horrible jusqu'à l'année dernière, je pense. Donc, c'est long. Oui, bah oui. Et un traumatisme... C'est long, c'est pas linéaire. C'est ça. Et un traumatisme, ça s'en va pas comme ça, en fait. Non. Et du coup... Et puis ça peut revenir brutalement, alors que t'as eu une période un peu plus apaisée, un peu plus tranquille, et puis du jour au lendemain, ça te retombe dessus. Et Exactement. Bah, quand j'ai fait la formation Nous Toutes, ça allait mieux jusqu'à la formation, et quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a remis dedans violemment, quoi. Ouais, bah oui. Et du coup, j'avais décidé de partir, donc il fallait que j'aille vider mes affaires de la maison où on était en coloc. D'où je m'étais enfuie, du coup j'avais encore des trucs là-bas, il fallait que j'arrête mon bail avec les proprios, que je rende les clés, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc j'y vais, je récupère mes affaires, et il était là, quoi, avec une autre de nos colocs, donc mon ancienne amie qu'il avait retourné contre moi, quoi. Ouais. Et moi je voulais pas le voir, enfin j'étais terrorisée, enfin, j'avais le cœur qui battait à 100 000, j'étais hyper stressée, j'avais les mains qui tremblaient, enfin, c'était horrible. Et à ce moment-là, moi, je veux récupérer toutes mes affaires, je veux surtout rien lui laisser, même si je sais que je n'amènerai pas les trucs avec moi. Genre, j'avais acheté des tasses chez Emmaüs enfin, parce qu'il n'y avait rien dans la baraque quand on est arrivé, quoi. Oui. Pour un peu plus de confort et tout. Et je voulais rien lui laisser, je voulais pas qu'il ait quoi que ce soit de moi. Et à ce moment-là, il insiste en me disant non, mais ça va, ça tu l'as acheté pour la maison, tu peux pas les prendre et tout. Du coup, j'abandonne, je veux pas me battre, donc j'abandonne les trucs, je me casse, et moi je me barre un peu en mode bah adieu, quoi, à jamais, je veux plus jamais vous voir. Et là, le mec me suit jusqu'à ma voiture qui est garée devant la baraque, et il est en mode non, mais tu peux pas partir comme ça, il faut que tu sois raisonnable, il faut qu'on s'explique, il faut que tu te calmes. Vraiment le truc hyper condescendant, genre t'es hystérique, ta gueule, calme-toi, tu vois. Et encore une fois, la culpabilité est posée sur moi parce que lui, c'est vraiment un ange tombé des cieux, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc vraiment, il n'a rien à se reprocher. Il a sauvé le monde. Exactement. Par son unique présence, hein. Voilà, il n'a rien fait. Bah oui, avec son aura maléfique. Et du coup, le mec entre dans ma voiture, s'assied sur le siège passager, il laisse la portière grande ouverte. Donc moi, je ne peux pas démarrer, je peux rien faire. Ouais, t'es bloquée. Je suis bloquée. Et il se cale, mais vraiment, il marque son territoire. Genre sa voiture et ma voiture. Enfin, ma voiture et sa voiture, plutôt. Le lapsus révélateur. Ouais, c'est... si Freud était parmi nous, je ne sais pas ce qu'il dirait. Ah non, pas lui. Surtout pas non, lui. pas lui. Et du coup, le mec s'installe, genre, il s'assied sur le siège, il met ses pieds sur le comment ça s'appelle ? Tableau de bord, sur le peut-être. tableau de bord, exactement. Genre vraiment, tu sais, le manspreading au maximum. Ah, mais c'est quoi. clair. Totale détente. Ah, mais, oh Dieu. Toi, t'es
paniqué à côté, t'es hyper mal, mais C'est alors ça. lui, vraiment tranquille. C'est ça. J'espère que vous avez bien l'image en tête. J'espère que je le décris bien. Euh, Et du coup, il prend possession de ma voiture comme ça et il commence à me parler en me disant mais calme-toi, non mais il faut qu'on s'explique, gna 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 nanana. Genre il reste très calme comme ça, limite il boit de l'eau, tu vois. Et moi je pète un câble à ce Mais moment-là. c'est ça le pire, il y a tellement ce truc irréel C'est irréel. du type qui garde son calme comme ça à ce point-là. Enfin, C'est ça. Et moi vraiment ça me fait disjoncter parce que j'ai tellement peur, je supporte pas de le voir et sa présence physique vraiment m'insupporte quoi. Et je commence à lui hurler dessus, genre casse-toi, sors de ma voiture, tu dégages, dégage, dégage. Et il finit par partir. Et je pense qu'il est parti parce que je savais très bien, enfin que moi qui hurlais dans ma voiture, tout le monde Ouais. m'entendait. Genre les voisins, la coloc, tout le monde pouvait m'entendre quoi. Donc il fallait pas entacher son image, quoi. C'est ça. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est la dernière interaction que j'ai eue avec lui. Et genre, je suis partie en trombe avec ma voiture et je me suis arrêtée genre 20 mètres plus loin à pleurer parce que j'étais incapable de conduire dans l'état que j'étais. Bah oui, tu m'étonnes. Dans un état de stress tellement violent C'était horrible. C'était horrible. Tu m'étonnes. Oui, il fallait que tu puisses te mettre en sécurité et puis souffler, relâcher. C'est ça. Bah, le seul truc qui comptait en fait à ce moment-là, et quand je dis que c'est de la survie, c'est vraiment de la survie, je devais me protéger, je devais me mettre en Ouais. sécurité, c'était le seul truc qui comptait quoi. Je sais. J'ai la chance d'avoir découvert le féminisme et vraiment, sans déconner du tout, je suis très sérieuse, ça m'a sauvé la vie, je pense. J'ai aussi pu faire une thérapie par rapport. C'est plutôt par rapport aux violences que j'ai vécues pendant mon enfance et ça m'a vraiment aidée. Puis j'ai aussi fait ma formation de sophro et ça a encore une fois changé ma vie. Ouais. La sophro, c'est trop bien. Oui. Ça m'a Prenez rendez-vous. Ouais. Ça m'a tellement aidée en fait à reconnecter à mon corps, à me retrouver, à prendre conscience de mes capacités et du coup à avoir confiance en moi. Aujourd'hui, je sais qui je suis, j'ai confiance en qui je suis et je m'aime comme je suis. Ouais. Et ça m'a permis aussi de pouvoir faire un parcours de diagnostic avec un psychiatre pour le TDAH et l'autisme. Et ça, c'est encore une étape hyper importante dans ma vie, de pouvoir me faire accompagner par rapport à ça et de comprendre toutes les difficultés que j'ai eues depuis mon enfance, quoi. Aujourd'hui, un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est de parler de ce que j'ai vécu, et notamment dans mon travail, parce que je travaille dans un lycée donc avec des ados, et en fait les violences psychologiques, ça se passe à n'importe quel âge. J'ai entendu des témoignages d'ados, j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont 60 ans, qui sont sous emprise d'un agresseur depuis des dizaines d'années. En fait, on se rend compte que ça existe tellement de partout autour de nous et que ça concerne énormément de personnes. Ouais. Et du coup, maintenant, un truc qui me tient à cœur, c'est d'en parler. Et quand j'ai des élèves qui me parlent de leur relation et que je me rends compte qu'il s'agit de violence, je leur explique et je les sensibilise à ce sujet-là. Et je leur demande de se mettre en sécurité. Et je leur propose aussi de consulter un thérapeute et de se faire accompagner parce que toutes nos souffrances sont légitimes. On ne mérite jamais de subir des agressions, que ça soit sexuelles, des violences conjugales, des violences économiques ou psychologiques. On ne le mérite jamais et personne ne mérite ça. C'est toujours la faute des agresseurs. Oui. Et c'est important de se faire accompagner sur ce sujet-là parce que c'est normal d'aller très mal, d'être traumatisé. Oui. C'est normal d'avoir besoin d'aide et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est hyper important. Vous méritez qu'on vous accompagne et vous méritez qu'on vous soutienne. Il y a un autre truc qui est hyper important dans ma vie maintenant, c'est que si je lis, si j'entends, si je rencontre un témoignage d'une personne qui a été victime d'un agresseur,
peu importe le type de violence, je crois systématiquement la victime. Parce que dire je te crois et je te soutiens, ça a une valeur qui n'est pas mesurable. Et on préfère croire une potentielle victime qu'un potentiel agresseur. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Merci de me permettre de prendre la parole sur ce sujet aujourd'hui. Merci de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. C'est un travail hyper important que tu fais et je te soutiens de tout mon cœur. Continue. Et je serai toujours là pour te soutenir dans ce projet-là. Mais sororité à fond, c'est ce qu'on disait quand on discutait, je sais plus quand, en début de semaine je crois, ou fin de semaine, que c'était hyper important justement de se soutenir, de se sentir soutenu. Et merci beaucoup à toi d'être venu raconter ton histoire, et 2 fois d'ailleurs. Quel enfer. Ce que j'ai envie de dire, c'est que faut pas culpabiliser de ne pas avoir vu. Par contre, c'est hyper important de soutenir les victimes quand elles prennent la parole. On peut pas protéger tout le monde. Par contre, si nous-mêmes on s'informe, si on se forme, d'ailleurs les formations de nous toutes sont gratuites, on peut faire de la sensibilisation, on peut réagir correctement quand on reçoit une parole de victime. Et on peut prévenir aussi en parlant autour de ça. Ça, c'est des actions concrètes qu'on peut mettre en place et qui peuvent aider un certain nombre de personnes. Aider à ce qu'on en parle aussi, parce que pour l'instant, c'est même pas un sujet. Et vraiment, je vous encourage à vous renseigner sur ce sujet-là et à apprendre à écouter les victimes. C'est hyper important. Ça peut tout changer, parce que vraiment, être soutenu, avoir une forme de validation de notre vécu, ça change tout dans le processus de guérison et dans le fait d'inverser la culpabilité dans le bon sens cette fois et de se débarrasser de cette honte, de prendre conscience qu'on a été victime et qu'on n'est pas responsable. C'est hyper important. Il était très important pour Constance de témoigner, de partager son vécu et de souligner le fait que les violences psychologiques sont tout aussi graves que les autres types de violences. En exposant les violences subies il y a de ça 6 ans, elle donne une dimension concrète à des souffrances souvent invisibles. Témoigner est pour elle un moyen, une façon de se faire justice elle-même. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour suivre Constance sur les réseaux. Et n'hésitez pas à réserver une séance individuelle ou collective avec elle. Un grand merci à toi, Constance. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.